100 000. Et c'est le nombre d'abonnés qu'on a dépassé il y a quelques semaines sur YouTube. Et je voulais vous faire une petite vidéo pour parler de ça, pour répondre aux quelques questions que vous m'avez posées et pour faire un petit point sur ce qui se passe actuellement sur la chaîne. Déjà, je voulais vous remercier parce que on monte pas une chaîne à 100 000 abonnés tout seul. Je voulais remercier mon équipe avec qui je travaille, Maxime et Jessica, qui m'ont beaucoup aidé ces derniers mois et ces dernières années. Et je voulais vous remercier vous aussi parce qu'on monte pas une chaîne à 100 000 abonnés et plus tout seul. Il faut des gens en face qui regardent les vidéos. Même si de mon côté, j'essaie de faire du mieux que je peux pour produire du bon contenu, il faut en face des personnes qui regardent. Pour vous remercier, j'ai organisé il y a quelques semaines déjà un concours sur Instagram qui s'est terminé. Désolé pour les petits retardataires, il faut me suivre sur Instagram, donc je vous mets le lien juste en dessous. Concours dans lequel j'ai fait gagner 2000 € de cadeaux, de formation et aussi de matériel photo et vidéo, et ainsi qu'une journée avec moi en physique. Donc c'était un petit peu ma façon à moi de vous remercier, de me suivre et d'avoir passé ce cap qui était vachement symbolique pour moi et qui est symbolique je pense pour aussi beaucoup de youtubeurs, pour les personnes qui me regardent et qui sont sur YouTube. C'est un peu le saint graal quand on a grandi dans cet univers dans lequel moi j'ai grandi. J'ai regardé beaucoup de chaînes YouTube, de photos, de vidéos, de divertissement depuis déjà plus d'une dizaine d'années. J'ai suivi des Casey Neistat, des Peter McKinnon, des Matt Davella, j'ai connu des Cyprien à l'époque. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées autant dans le gaming que dans le divertissement et c'est un univers dans lequel ce fameux trophée représente beaucoup de choses, alors qu'on va pas se mentir, avoir 80 000 abonnés ou 100 000 abonnés, ça change pas grand chose en termes de résultats, mais voilà, c'est le fameux trophée, j'en rêvais, je l'ai aujourd'hui, alors pas entre les mains encore malheureusement, j'attends de le recevoir, mais en tout cas c'était un palier que je voulais passer, un cap qui était très important pour moi et je suis content qu'on l'ait passé tous ensemble. Et à cette occasion sur Instagram, je vous ai demandé déjà de nombreuses fois de me poser une petite FAQ, des petites questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. C'est des questions sur moi, sur mon business, voilà, on va faire un petit peu le point là-dessus, donc je vais sélectionner des questions et puis on va y répondre tranquillement. Première question pour entrer et rester dans la thématique, si on t'avait dit quand t'as démarré que t'atteindrais les 100 000 abonnés, t'aurais pensé quoi? Jeanne et Ludo, je vous fais un petit coucou. Je savais que j'allais y arriver. Alors, ça peut paraître très prétentieux ce que je suis en train de dire, si vous me connaissez, vous le savez, ça l'est pas du tout, je suis très loin d'être prétentieux, mais je savais en fait qu'en me lançant sur YouTube, j'allais adorer cette plateforme, et c'est ce qui se passe actuellement, j'adore créer du contenu sur YouTube, si je devais choisir une plateforme, je garderais YouTube, mais en fait, un résultat, c'est juste une question de temporalité. Je savais à l'époque, quand j'ai démarré, que tôt ou tard, j'allais atteindre 100 000 abonnés sur YouTube. Que si ça devait prendre 5 ans, si ça devait prendre 10 ans, si ça devait prendre 15 ans, j'étais tellement passionné par le fait de créer du contenu vidéo, j'étais tellement passionné par la plateforme, j'avais tellement envie de créer, de faire du contenu, j'ai tellement de persévérance dans ce domaine-là que je savais que j'allais les atteindre. La question, c'est toujours la même, c'est quand. Certains youtubeurs gagnent 100 000 abonnés en 1 an, d'autres en 2, d'autres en 3 ans. Moi, ça m'a pris un peu plus de temps, ça m'a pris quasiment 4 ans pour atteindre ces 100 000 abonnés, un petit peu plus même, mais peu importe, l'objectif que je m'étais fixé, il a été atteint, et après on verra où est-ce que ça va nous mener par la suite, mais oui, j'avais toujours en fait dans un petit coin de ma tête, et je pense que c'est important, peu importe l'objectif que vous fixez, ça peut être sur YouTube, ça peut être un objectif monétaire, ça peut être un objectif de partir, voyager, décrocher un emploi, peu importe, il faut avoir suffisamment faim, suffisamment envie, suffisamment de persévérance pour vous dire, quoi qu'il, peu importe ce que ça va me coûter, peu importe le temps que ça va me prendre, j'ai tellement le feu, j'ai tellement la flamme pour cette chose-là que je finirai par y arriver. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours eu, donc c'est propre à moi parce que j'aime la vidéo et j'aime YouTube, mais je pense que faut pas passer à côté. Parce que si on manque cette flamme et si on manque cette persévérance, qu'est-ce qui va se passer? Au moindre échec, à la moindre difficulté, on va baisser les bras. J'ai 100 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai passé plus de 6 mois quand j'ai démarré à poster une vidéo par jour, ce qui représente pas loin de 180 vidéos sur 6 mois, ce qui est beaucoup, on va pas se mentir. Et à la fin des 180 vidéos, j'ai cumulé à peine 150 abonnés, alors qu'à côté j'avais un travail en intérim à l'usine. Donc quand on fait le ratio vidéo postée versus abonnés gagnés, on est très loin de la rentabilité. Et si j'avais pas cette flamme en moi, malheureusement je pense qu'au bout d'une dizaine ou une quinzaine de vidéos, j'aurais très vite abandonné. Donc c'est important de cultiver cette flamme, et au-delà de la cultiver, de la trouver, c'est-à-dire de trouver un domaine, YouTube, Instagram, une plateforme, un business, ce que vous voulez, mais de vous tourner vers les choses qui vous font vibrer, de vous tourner vers les choses qui vraiment mettent votre cœur en feu, parce que comme le dit un certain Ben Bergeron, un mentor que j'aime beaucoup et que je suis, désolé pour les anglophones, The world needs more people with the heart on fire. Le monde a besoin de plus de personnes avec le cœur en feu. Et je pense que c'est que comme ça que vous allez pouvoir avancer dans la vie, peu importe votre domaine, peu importe l'industrie, peu importe la thématique, peu importe la plateforme. Et ça, faut toujours l'avoir en tête. Deuxième question, tu vis de ton business depuis combien de temps? Je vis de mon business depuis 2018, ça fait maintenant 4 ans. J'ai démarré en 2017, donc j'ai passé à peu près 8 mois sans gagner d'argent. 8 mois durant lesquels j'ai quand même
tenté de gagner de l'argent, j'ai pas fait n'importe quoi, hein. J'ai quand même essayé de parler de mes offres, j'ai créé des formations, etc. Malheureusement, ça n'a rien donné. Faut pas croire tout ce qu'on vous raconte sur internet, le beau storytelling de l'entrepreneur. Je me suis retrouvé un jour dans ma chambre avec une idée, j'ai tapé 2-3 trucs sur un ordi et puis boum, j'ai gagné de l'argent, je suis devenu riche. 95% des entrepreneurs sont passés par des phases d'échec, par des phases de doute, de remise en question. Beaucoup de personnes ont lancé des premiers projets qui n'ont pas marché, des premiers produits qui n'ont pas marché et ensuite ont connu le succès. Alors, rappelez-vous toujours ça. Vous n'êtes pas l'exception, croyez-moi, vous faites partie de la majorité des entrepreneurs. Et donc moi, quand j'ai démarré, j'ai sorti 4 formations sur la vidéo, j'ai sorti une formation sur les idées, j'ai sorti une formation sur les habitudes et une 4e, je me souviens plus trop de quoi c'était la première, enfin bref, qui n'ont généré pas de revenus, 0€ littéralement. C'est comment en fait, la question je pense la plus intéressante, c'est comment est-ce qu'on passe de je vends des formations ou je sors 4 formations qui ne vendent pas à la 5e. Qu'est-ce qui fait la différence entre je n'ai pas vendu à je vends, j'avais la même audience, j'avais toujours autant d'abonnés, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? La seule chose qui a changé, c'est que j'ai sorti une formation, j'ai commencé à parler de sujets sur lesquels j'avais une expertise. Et c'est l'erreur que j'avais fait auparavant. J'avais sorti une formation sur la vidéo, donc même sur YouTube, alors que j'avais 200 abonnés à l'époque. Comment est-ce que vous voulez vendre une formation avec 200 abonnés sur YouTube, alors que vous-même, vous n'avez pas d'abonnés? C'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Donc j'ai commencé à me poser les bonnes questions. De quel sujet j'aime parler? Qu'est-ce que je maîtrise? L'idée, c'est pas d'avoir un doctorat ou d'être un expert ou d'avoir 10 ans d'expérience, mais sur quel sujet est-ce que je peux faire une vidéo et sujet sur lequel les gens vont m'écouter? Parce qu'ils vont se dire, ok, il sait plus ou moins de quoi il parle, donc je vais l'écouter, je vais suivre ses conseils. Et en fait, le 5e produit que j'ai sorti, formation, c'était une formation sur le montage. Pourquoi? Parce que dans mon périple YouTube qui s'est très mal passé, j'ai publié une vidéo par jour pendant 6 mois, donc 180 vidéos. C'était plus que l'énorme majorité des personnes qui étaient sur YouTube à l'époque. Quand vous faites une vidéo par jour, vous créez, vous mettez en place des process de montage qui sont très efficaces. Il fallait que je tourne des vidéos très vite, il fallait que je les monte très vite parce que j'avais un travail à côté et je pouvais pas passer 15 heures sur YouTube. Et en fait, tous ces process-là, finalement, je les ai condensés dans une formation que j'ai vendue. C'est comme ça que j'ai fait mes premières ventes. Ça a pris, plus ou moins 8 mois. C'était pas le meilleur lancement du monde, hein. J'ai fait à peu près 300€ sur le premier lancement, mais c'était mes 300 premiers euros et je pense que c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai dans mon business. Question suivante, est-ce que tu avais confiance en toi quand tu as démarré? Et ça rejoint une autre question, comment tu étais niveau mindset quand tu t'es lancé? Alors il faut savoir que j'avais moyennement confiance en moi, à titre personnel, parce que je suis quelqu'un d'introverti, je le suis un peu moins aujourd'hui, mais quand même, je suis pas le mec qui aime trop se mettre en avant, etc. Et il y a une autre facette du coup, c'est la confiance professionnelle. En fait, quand j'ai démarré, j'avais 20 ans, je sortais d'un BTS MUC que j'ai obtenu, on va dire, de façon hasardeuse, hein. Je sais pas trop comment je l'ai eu, mais bref, je l'ai eu et je n'avais aucune expérience professionnelle. Donc quand vous faites la salade des trois, on a un jeune de 20 ans qui sort d'une école dans laquelle il n'a pas appris grand chose par rapport en tout cas au sujet dont il veut parler, et en plus de ça qui n'a aucune expérience professionnelle. Donc forcément, moi quand je me mettais à parler de sujets, j'étais un peu fébrile, je savais pas trop comment en parler, je parlais de sujets d'ailleurs, et je l'admets aujourd'hui, que je maîtrisais pas du tout à l'époque, et donc c'est très compliqué d'avoir confiance dans ce genre de situation. C'est comme si demain vous vous mettiez à parler de piano à quelqu'un alors que vous n'avez jamais suivi un cours de piano de votre vie et que vous n'avez jamais joué de piano de votre vie. C'est très compliqué. Et donc là, j'avais deux options. La première, c'était de suivre un cursus de formation pour justement apprendre ces compétences-là, sauf que c'était pas l'objectif, j'avais envie d'entreprendre, j'avais pas envie de retourner à l'école. Et la deuxième option, c'était de me faire l'expérience en fait, l'expérience terrain. Et donc je suis passé au-dessus de cette peur. Je me suis dit, dans tous les cas, il y a des gens qui partent avec un bagage, ça peut être un bagage de connaissances avec l'école, ça peut être un bagage aussi terrain avec une expérience professionnelle. Moi, j'avais ni l'un ni l'autre, bien il fallait bien que je commence quelque part. C'est un peu comme ces entreprises qui recrutent des jeunes qui sortent de l'école et qui demandent 5 ans d'expérience. C'est pas possible. À un moment donné, il faut bien démarrer de zéro. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, dans tous les cas, il faut bien que je parte de zéro. Je commence à créer du contenu. C'est pour ça que je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour, parce que ça m'a appris énormément de choses. Ça a été l'une des expériences professionnelles les plus enrichissantes, parce que quand vous faites une vidéo par jour, vous travaillez tout. Vous travaillez votre créativité, vous travaillez le fait de créer du contenu, le storytelling, le montage, la vidéo, la psychologie aussi, de la compréhension, tout l'aspect marketing qu'il y a derrière. Et donc ça a été extrêmement enrichissant pour moi. Donc si même au début j'avais pas confiance, petit à petit j'ai construit cette confiance. Pour les personnes qui sont un peu dans ma situation, qui sont
plus ou moins jeunes, peu importe, mais en tout cas qui n'ont pas ce bagage-là que peuvent offrir les études ou les expériences professionnelles, dites-vous comme moi, que dans tous les cas, il faut bien partir de zéro. Et moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de parler de sujets que vous maîtrisez. Avant de parler de plein de choses que vous ne maîtrisez pas, formez-vous sur un sujet, regardez des vidéos, suivez des formations, lisez des bouquins, parlez-en, parlez de ce que vous maîtrisez et petit à petit, vous allez étendre votre cercle de connaissances et petit à petit, donc vous allez étendre aussi votre cercle d'enseignement. Parce que moi, au début, je parlais que de certaines choses que je maîtrisais. J'ai pas démarré sur YouTube en disant aux gens voilà comment gagner de l'argent sur Internet alors que j'en gagnais pas. J'ai commencé à parler de sujets que je maîtrisais, création de contenu, la vidéo, etc. Et petit à petit, tout ça m'a amené à obtenir par exemple des résultats dans mon business. Et c'est là justement, une fois que vous comprenez vraiment les mécanismes de l'idée, de l'espace et de tout ce qui est à l'intérieur, que vous pouvez en parler. Question suivante, penses-tu que la réussite rime avec la patience et la persévérance et que la chance n'est qu'un facteur bonus? Pour moi, les deux éléments dont tu as parlé précédemment, la patience et la persévérance, c'est des indispensables. La patience, c'est un indispensable parce qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il n'y a pas de raccourci en business, il n'y a pas de raccourci dans les relations, il n'y a pas de raccourci dans le domaine de la santé. Tu peux pas passer d'une personne en surpoids à une personne fit en 3 semaines. Avec une pilule magique Anaka 3, ça n'existe pas. Tu peux pas passer sur Instagram de 0 à 50 000 abonnés en 3 semaines sans utiliser de technique bancale. En utilisant des techniques organiques, ça n'existe pas. Tu ne peux pas monter un business en passant de 0 à 15 000 euros par mois en 30 jours. Pareil, ça n'existe pas. Il n'y a pas de raccourci. Faut arrêter de penser qu'il y a des raccourcis. Et c'est pour ça que la patience est importante. Parce que ça va prendre du temps. En fonction des personnes, en fonction des... Justement, on en parlait avant, du bagage, en fonction de toutes ces choses-là, ça va prendre plus ou moins de temps. Il y a des gens qui arrivent à monter un business en quelques mois, il y en a pour qui ça va prendre plusieurs années. Donc la patience, elle est indispensable. La persévérance, là aussi. Parce que tu vas rencontrer un premier obstacle, un deuxième, un troisième. Ce troisième obstacle va t'amener à un premier échec, qui va t'amener lui-même à un second obstacle, qui va t'amener lui-même à un second échec, etc. Et si t'as pas le heart on fire, si t'as pas la flamme, le cœur en feu, ça te donnera pas envie de persévérer. Et au premier échec, tu vas abandonner. Et donc tu vas toute ta vie passer de projet en projet en essayant de tomber sur le projet sur lequel tu vas réussir du premier coup, alors que ça n'existe pas, ou c'est l'exception qui confirme la règle. Donc c'est pour moi 2 critères indispensables. Maintenant, le facteur chance, c'est hyper intéressant que tu m'en parles, parce que pour moi, il n'est pas à négliger non plus. En fait, dans les storytelling des successful entrepreneurs, on ne parlera jamais de chance, parce que ça fait pas vendre. Le mec qui va dire, moi j'ai réussi parce que j'ai de la chance, ça fait pas vendre. Faut qu'il te dise, voilà, moi j'ai réussi parce que je suis un mec super, parce que j'ai grave de compétences, parce que j'ai décodé le secret, le machin, alors qu'en réalité, le facteur chance, il est hyper important. Le facteur chance, il est important par exemple sur YouTube. Moi, quand j'ai démarré, j'ai posté 180 vidéos pour 150 abonnés. C'était ridicule. Et petit à petit, j'ai revu un petit peu ma stratégie, j'ai revu un petit peu les sujets que je voulais traiter, j'ai commencé à faire d'autres types de vidéos sur d'autres types de contenus, sur d'autres sujets, et d'un coup, il y a une vidéo qui a cartonné. Alors, on s'entend, à l'époque ça avait fait 2000 vues, mais par rapport à mes résultats classiques, de 20, 30, 40 vues par vidéo, c'était énorme. Et ces 2000 vues m'ont amené 200 abonnés. Donc j'ai doublé mon nombre d'abonnés en quelques jours ou en quelques semaines. Et cette vidéo m'a amené à faire d'autres vidéos de ce genre qui m'ont amené plus d'abonnés, etc., etc. Et en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que cette vidéo a été mise en avant par YouTube et m'a généré beaucoup plus de trafic que d'habitude? La première réponse, c'est moi, parce que j'ai travaillé la vidéo, je l'ai tournée, j'ai fait en sorte qu'elle soit bien, mais on va pas se mentir, la deuxième réponse, c'est la chance. C'est que YouTube, il s'est dit ce jour-là, tiens, la vidéo a l'air bien, je vais la mettre en avant. Maintenant, attention, ça veut pas dire que parce qu'il y a un facteur chance qui entre dans l'équation, tu peux pas jouer sur ce facteur chance. C'est ce qu'on va appeler en fait provoquer la chance. La chance, ça se provoque. La chance, ça se travaille. Tu peux augmenter tes chances d'avoir plus de chance. Comment? Par exemple, en publiant plus de vidéos. Statistiquement, si tu fais 20 vidéos, tu auras 20 fois plus de chances qu'une vidéo sorte du lot que si tu n'en faisais qu'une. Donc oui, la chance va jouer dans la réussite d'une personne, dans le succès d'une personne, parce que il faut être là, au bon moment, au bon endroit. Certaines vidéos, le fait de les publier ce jour-là, elles vont cartonner, tu sais pas pourquoi. Certains posts Instagram vont être viraux aussi, tu sais pas pourquoi. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, tu vois, cette vidéo YouTube, je vais la tourner et elle va cartonner, alors qu'elle a fait un flop total. Et à l'inverse, d'autres vidéos, je les ai grandement sous-estimées, je pensais qu'elles allaient pas tant marcher que ça, et en fait, elles ont eu un véritable succès. Et c'est la chance
qui justement détermine ces choses. Mais encore une fois, la chance, tu dois la provoquer. Et comment tu la provoques? Tu la provoques en faisant du bon travail et tu la provoques en étant persévérant. Il faut essayer encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à justement pouvoir profiter du facteur chance. Question suivante, comment apprendre à enfin déléguer dans son business? Alors c'est une question que j'aime beaucoup et notamment le fait que tu aies mis enfin entre parenthèses parce que ça en dit long. Ça en dit long sur la peur de déléguer quand on est entrepreneur. Quand tu mets enfin entre parenthèses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que tu as besoin de déléguer. Tu sais que tu vas pas pouvoir plus travailler, que tu vas pas pouvoir étendre et faire grandir ton business autant que tu le voudrais si tu délègues pas, mais tu le fais pas parce qu'il y a une peur au fond de toi et t'arrives pas à identifier cette peur. Déjà, il faut comprendre que c'est normal d'avoir peur. Un business, c'est comme un bébé, c'est-à-dire que quand on lance une entreprise, c'est quelque chose de tout nouveau, on s'investit à 100% dedans. Certaines personnes hypothèquent leur maison, investissent beaucoup d'argent. Quand c'est pas de l'argent, c'est du temps, c'est de l'énergie. Moi, quand j'ai démarré, j'ai travaillé des jours entiers, je travaillais parfois la nuit dans mon entreprise et donc forcément, c'est quelque chose que tu crées et qui t'appartient. Et le passer à quelqu'un, donner la responsabilité à d'autres personnes de détenir ça, c'est comme si tu avais un enfant, que cet enfant, au bout de quelques mois, tu le prêtais à une personne. Tu le laissais quelques heures par jour à une personne. C'est très stressant et t'as pas envie de le faire. T'as envie d'avoir confiance en cette personne pour te dire, ok, elle va bien s'en occuper comme moi je m'en occuperai. Donc la peur, elle est légitime, elle est normale. Par contre, c'est très problématique, le fait de pas déléguer. On le sait, il y a 24 heures dans une journée, on peut pas se cloner, donc c'est très compliqué d'accomplir plus de choses sans justement avoir plus de personnes qui interviennent. Et c'est pour ça que c'est important de déléguer. Je vais te donner 4 règles qui sont un peu mes règles d'or en ce qui concerne la délégation et qui, j'espère, vont t'aider à mettre en place les choses plus facilement dans ton business. La première règle, c'est la confiance. Ça peut paraître bateau, mais c'est extrêmement important. Comme tu ne donnerais pas ton bébé à un inconnu, c'est compliqué de donner un peu son business, de laisser des responsabilités dans son business à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je privilégie toujours, quand c'est possible, en général dans 95% des cas c'est possible, de travailler avec des personnes que je connais. Alors soit que je connais en direct, c'est-à-dire des personnes que j'ai rencontrées vraiment, avec qui j'ai pu échanger, dont j'ai pu voir le travail et me dire ok, on fit vraiment 100% ensemble. Au-delà du travail, je cherche avant tout des personnes avec qui je fit en termes de personnalité, parce que c'est beaucoup plus important pour moi, ou des personnes que je connais en direct. Donc par exemple, c'est comme le bébé, je pourrais passer mon bébé à ma sœur une journée, parce que j'ai confiance en elle, ou alors des personnes que je connais de façon indirecte. C'est-à-dire qu'on a une personne tierce au milieu en qui j'ai confiance et cette personne me recommande quelqu'un en qui elle a confiance. Et je me dis, par conséquent, si moi j'ai confiance en toi et que toi tu as confiance en une personne B, je vais aussi forcément avoir confiance en cette personne B. Et pourquoi? Parce que le fait d'avoir confiance vraiment en ton collaborateur, c'est ce qui va installer un climat dans lequel tu vas être à l'aise de déléguer, comme tu serais beaucoup plus à l'aise de prêter ton enfant à ta sœur. Tu vois. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'accepter, et je sais que c'est dur, mais pourtant c'est vrai, c'est d'accepter qu'il y a des personnes qui font les choses mieux que toi. Pendant longtemps, je pensais être un peu le mage de la forêt, je pensais être le mec qui savait tout faire. Et en fait ça m'a beaucoup bloqué. Pourquoi? Parce que si tu penses savoir tout faire mieux que tout le monde, tu vas jamais déléguer des tâches à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que si moi je fais mieux la pâtisserie que toi dans ma boulangerie, en fait je me dis si c'est toi qui fais la pâtisserie, les pâtisseries vont être moins bonnes, les gens vont moins venir. Et en fait il faut te rendre compte à un moment donné, et il faut accepter surtout que tu peux pas être excellent partout, qu'il y a des domaines dans lesquels t'es très bon et peut-être des domaines dans lesquels t'es meilleur que les autres, mais il y a plein de domaines dans lesquels les autres sont bien meilleurs que toi. Et à partir du moment où tu comprends ça, et surtout à partir du moment où tu mets ton ego de côté et que tu l'acceptes, parce que c'est surtout une question d'ego, tu vas être beaucoup plus à l'aise pour déléguer. Tu vas être beaucoup plus à l'aise parce que tu vas te dire, ok, en fait, là par exemple, actuellement je suis en train de tourner une vidéo, le montage c'est pas moi qui le fais, c'est Maxime, et je suis hyper content qu'elle le fasse parce qu'elle le fait mieux que moi. Du coup, au final, les options qui te restent, c'est quoi? Ou je garde cette tâche pour moi, elle va me prendre beaucoup de temps et je vais pas pouvoir me concentrer sur les choses sur lesquelles je suis très bon, ou je le délègue à quelqu'un. Donc non seulement le travail va être mieux fait, mais en plus de ça, moi, je vais pouvoir passer plus de temps sur les choses sur lesquelles je suis bon. Donc en fait, tout le monde y gagne quand tu réfléchis un petit peu de cette façon. La troisième règle, c'est de bien connaître ou d'avoir une idée de son taux horaire. Ça, c'est une erreur fondamentale que font beaucoup d'entrepreneurs. Évidemment, je dis pas qu'il faut avoir une notion exacte, parce que c'est toujours compliqué de savoir vraiment quel est ton taux horaire, mais en tout cas d'avoir une notion. Est-ce que tu es plus autour des 50 € de l'heure, 100 € de l'heure, des 200, des 500, des 1000 € de l'heure? Pourquoi? Parce que ça va tout de suite répondre à la question si oui ou non tu dois déléguer. C'est tout bête. Mais prenons par exemple la cuisine. Bon. J'aime bien cuisiner, mais supposons que je cuisine à peu près 2 heures par jour et que mon taux horaire soit de 200 € de l'heure. Ça veut dire que si ces 2 heures par jour, je les passais à cuisiner, je perdrais entre guillemets
400 euros. Parce que 2 fois 200 euros de l'heure, ça fait 400 euros. Donc la question à me poser, c'est ok, est-ce que je peux trouver quelqu'un qui me permettrait d'économiser ces 2 heures de temps de cuisine, qui en plus de ça ferait un plat qui serait bien meilleur que le mien, parce que la cuisine, c'est vraiment pas un domaine dans lequel je suis bon, et est-ce que c'est en dessous de 400 euros? C'est un peu le prix acceptable. Parce que si au final tu arrives à trouver quelqu'un qui fait la même chose que ce que toi tu fais, qui le fait beaucoup mieux, et qui en plus de ça, rapporté au taux horaire, te coûte beaucoup moins cher, de le déléguer à cette personne pour toi te concentrer sur les choses qui te rapportent de l'argent dans ton business, encore une fois, ça répond très rapidement à la question. Et le dernier point, muni un petit peu de toutes ces armes, c'est de faire des tout petits pas. Et ça, erreur fondamentale que font beaucoup d'entrepreneurs. Je connais plein de personnes qui sont indés, et du jour au lendemain, je passe de indépendant à j'ai une équipe de 3 personnes à temps plein. Énorme erreur. Pourquoi? Parce que le fait de faire des bons comme ça va générer beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Ça va être très compliqué aussi pour toi d'apprendre à déléguer, parce que déléguer, c'est avoir des compétences en management, c'est aussi avoir des process bien rodés, et si tu fais pas des petits pas, ça va être très compliqué pour toi. Surtout si aujourd'hui tu stresses. Donc je commencerai par faire des petits pas. Te poser la question, quel est le secteur fondamental aujourd'hui dans lequel je dois déléguer? Admettons que ce soit le montage vidéo. Ok, c'est le montage vidéo. Une fois que tu t'es posé cette question, comment est-ce que tu peux commencer petit? Bah je sais pas, si tu tournes une vidéo par semaine, peut-être que tu vas demander à ton monteur de monter déjà une vidéo par mois, 1 sur 4. Ce qui va t'enlever un petit peu de temps pour te concentrer sur d'autres choses. Une fois que tout ça est rodé et que tu vois un petit peu les bénéfices de ça, tu augmentes les heures tranquillement, tu passes à 2 vidéos par mois, puis 3, puis 4, et petit à petit, eh bien tu vas 100% déléguer. Donc c'est vraiment les 4 piliers que j'utiliserai aujourd'hui pour déléguer. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est primordial si on a envie de développer sereinement son business, ou même si on a juste envie parfois de travailler moins. Question suivante, liée au sujet de la vidéo, là on peut pas faire mieux. Comment gagner 100 000 abonnés sur YouTube? Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les étapes, les secrets, les choses importantes? Déjà, gagner 100 000 abonnés sur YouTube, il y a une notion en fait importante de niche à comprendre. Pourquoi? Parce que 100 000 abonnés dans le divertissement, c'est pas 100 000 abonnés dans le gaming, c'est pas 100 000 abonnés dans le business, c'est pas 100 000 abonnés dans la nutrition, dans ce que tu veux. Il y a un marché de niche à comprendre. Malheureusement, toutes les thématiques n'auront pas la même facilité à atteindre 100 000 abonnés. Parce que, logiquement, si en France, il n'y a que, je sais pas moi, 2000 passionnés de dauphins aquatiques en Antarctique ou je sais pas quoi, cette chaîne YouTube qui parle de ce sujet-là a peu de chances d'atteindre 100 000 abonnés. Bon. Il y a une notion de niche à comprendre. Et au-delà de la notion de niche, pour moi, il y a 3 piliers qui, à titre personnel, m'ont beaucoup aidé et qui sont vraiment les choses, à mon sens, fondamentales pour développer une chaîne sur YouTube, que ce soit 100 000 abonnés, plus ou moins, peu importe. La première des choses, c'est maîtriser l'art de créer du contenu. Vraiment, j'insiste. Maîtriser l'art de créer du contenu, en l'occurrence surtout de la vidéo. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes s'épuisent, comme moi je l'ai fait quand j'ai démarré, à produire beaucoup de contenu, à faire une tonne de vidéos parce que un tel a dit qu'il fallait faire ci, l'autre il a dit qu'il fallait faire ça, etc. Sans se concentrer sur le fait de créer de bonnes vidéos. Donc maîtriser en fait l'art de créer du contenu. Une vidéo qui donne envie d'être regardée, une vidéo qui donne envie de rester jusqu'au bout, parce que ce sont en fait les critères les plus importants pour YouTube. YouTube regarde pas vraiment le nombre de vidéos que vous publiez. YouTube, ce qu'il regarde, c'est est-ce que oui ou non vos vidéos sont pertinentes, est-ce que oui ou non elles sont intéressantes. Et pour ça, dans l'art de créer du contenu sur YouTube, il y a pour moi 2 choses fondamentales. La première, c'est la vidéo, le fait de maîtriser vraiment, de mettre un pied dedans et d'assumer votre position de vidéaste sur YouTube et de maîtriser la vidéo, donc les lumières, la caméra, le son, l'image et toutes ces choses. Et le deuxième facteur important là-dedans, c'est l'art de structurer. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une vidéo est intéressante, au-delà du titre, de la miniature et du visuel que vous voyez juste ici, c'est vos propos à l'intérieur. C'est ce que vous allez dire, c'est comment est-ce que vous allez le structurer. Ça va être du storytelling, ça va être du copywriting. C'est toutes des choses qui sont importantes quand vous créez des vidéos sur YouTube. Le deuxième pilier pour moi à maîtriser et à comprendre, pour le coup il n'a rien à voir avec YouTube, mais c'est d'avoir une compréhension de sa personnalité. Et sur YouTube, on peut être amené justement à s'imaginer qu'il faut être extraverti, qu'il faut faire des grands gestes, qu'il faut faire plein de choses comme ça devant la caméra, qu'il faut être drôle, qu'il faut machin. Pas vraiment en fait. On s'imagine ça parce que les plus grosses chaînes YouTube et les premières personnes qui ont connu un vrai succès sont dans l'humour, dans le divertissement, etc. Ce qui a forgé un petit peu une fausse image de ce qu'il faut pour réussir sur YouTube. Mais en fait, quand vous regardez un tas de chaînes dans plein de thématiques différentes, vous pouvez voir que le top à chaque fois sont des personnes qui ont une personnalité qui n'ont absolument rien à voir. On a des personnes qui vont être très extravertis, qui vont vraiment parler fort, qui vont être très dynamiques, qui vont faire des vlogs. On a d'un autre côté des personnes qui vont être plus introverties, qui vont faire des vidéos calmes, face caméra, qui vont raconter leur vie. On a d'autres personnes qui vont faire des contenus qui vont apporter beaucoup de valeur, qui vont aller très en profondeur, qui vont être bien chinés. On a d'autres personnes qui vont faire juste des facecam, des réactions, des choses comme ça, qui vont être beaucoup moins travaillées. Et toutes ces personnes réussissent. Le fondement même et le cœur en fait de toutes ces réussites, c'est d'adapter sa stratégie, donc d'adapter ses vidéos, ses concepts, etc. à sa personnalité.
personnalité. De comprendre en fait quelle est notre personnalité et de pas chercher à aller à l'encontre de celle-ci. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ça se voit. Ça se voit quand quelqu'un fait quelque chose avec lequel il n'est pas aligné, avec lequel il n'est pas à l'aise. Et croyez-moi que je suis passé par là. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ces vidéos en étant posé, en étant calme, parce que c'est ma personnalité, parce que je suis pas quelqu'un d'extraverti, d'extravagant. Certains diront que je manque de ça, et c'est ok. Eh ben c'est que je suis pas fait pour vous, malheureusement, et d'autres vont apprécier un petit peu ce côté-là de moi. Donc c'est important de comprendre votre personnalité pour pouvoir justement adapter votre contenu. Et le dernier point, c'est l'innovation. Ce qui fait que vous allez pouvoir avoir des vidéos, avoir des contenus qui vont surperformer le marché, surperformer votre thématique, c'est les innovations et notamment les innovations en termes d'idées. Ce qui fait 60-70% du succès d'une vidéo, ça va être l'idée, ça va être le concept. Plus vous allez arriver dans une thématique avec des concepts nouveaux, des concepts innovants, des choses qui vont attiser la curiosité, plus vous avez de chances de surperformer le marché en termes de contenu. Et là je sais, vous allez me dire mais comment est-ce que on fait pour faire ça? Est-ce que tu as des idées, des conseils? Premièrement créer. En fait, le fait de travailler vos vidéos, de créer des vidéos, ça va améliorer votre créativité naturelle et votre façon d'innover et de voir les choses. Et deuxièmement, consommer. Pourquoi? Parce que YouTube c'est un univers. C'est important de consommer et de comprendre cet univers. C'est important de consommer et de comprendre ce qui se fait ailleurs ou ce qui marche chez les autres et parfois réadapter des concepts à votre thématique. Par exemple, il y a des concepts qui fonctionnent extrêmement bien en ce moment dans le domaine du lifestyle. Les 24 heures comme, 24 heures dans la peau de, 24 heures à vivre comme, et c'est des choses qu'on pourrait tout à fait adapter à n'importe quelle thématique et qui cartonneraient sûrement tout autant. Donc vous prenez ces 3 compétences, maîtrisez l'art de créer du contenu, votre personnalité, des idées innovantes, vous en faites une salade et vous êtes persévérant, vous publiez des vidéos, vous essayez un peu d'oublier les chiffres et de vous concentrer sur votre travail et vous verrez qu'au fil du temps, il y a des chances que vous atteigniez peut-être pas les 100 000 mais en tout cas un bon nombre d'abonnés. Question suivante, comment j'ai déniché mes premiers clients? Prospection, as-tu trouvé ça dur? Mes premiers clients, je les ai pas dénichés, ils sont venus. Ils sont venus à moi, j'ai jamais fait de prospection. Premièrement parce que j'ai jamais proposé d'accompagnement ou de coaching. En fait, la prospection, je trouve qu'elle fait sens quand vous proposez du one-to-one, de l'accompagnement, ce genre de choses. Mais moi, j'ai toujours vendu des formations. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours fait. Pas parce que, enfin oui, il y a l'idée de la rentabilité de la formation, le temps versus l'argent, etc. Mais c'est surtout en fait parce que j'ai toujours aimé l'idée de me dire, je produis un truc de mon côté, je le pose au milieu d'une table et les gens prennent s'ils ont envie de prendre. C'est comme si demain, vous êtes passionné de cuisine, vous faites un bon gâteau, vous prenez plaisir dans le fait de faire un gâteau, pas parce que vous allez le manger, vous vous en foutez, vous n'avez pas faim, mais vous prenez plaisir de faire un très bon gâteau au chocolat que vous allez mettre sur une table et vous allez prendre plaisir à regarder d'autres personnes manger ce gâteau-là et prendre plaisir. Et en fait, moi, c'est la même idée avec les formations. J'adore faire des formations, je prends plaisir quand je les fais. Vous allez peut-être me prendre pour un ouf, mais en fait, le fait de les poser sur la table, au moins, moi, ça me détache un petit peu de ce que les gens vont faire, ça me détache d'énormément de choses. Et donc, j'ai toujours aimé la formation pour cette idée-là et j'ai jamais fait de coaching, ce qui fait que la prospection, quand vous vendez des produits digitaux, c'est un peu inutile. Je vais pas appeler quelqu'un, oui, salut, donc voilà, ta problématique, prospection, nanana. Écoute, j'ai une formation à te vendre. En général, la prospection, c'est quand vous faites de l'accompagnement, du coaching, prestation de service, vous vendez un produit fini. Donc j'en ai jamais fait. Donc honnêtement, je peux pas te dire comment est-ce qu'on se sent, si c'est compliqué ou pas. Par contre, je peux répondre à la première partie de la question, qui est comment est-ce que j'ai trouvé mes premiers clients. J'ai ni plus ni moins que créer du contenu. Et désolé si la réponse elle est pas géniale, elle fait pas rêver. En fait, j'ai fait ce que je fais aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est bizarre pour beaucoup de personnes. Les gens pensent qu'il y a un secret, qu'au fil du temps, on met en place des stratégies beaucoup plus compliquées, que machin et tout. Non, en fait. Je fais la même chose que ce que je faisais il y a 5 ans en arrière. Je tourne des vidéos sur YouTube, je les upload, je fais des posts Instagram, je les upload, et après les gens me découvrent, lisent du coup les posts Insta, consomment les vidéos YouTube et vont plus loin quand ils ont envie d'aller plus loin. C'est un peu l'avantage du fait de créer du contenu, c'est qu'en fait vous inversez le mécanisme de vente et ce n'est plus vous qui allez voir les gens, mais c'est les gens qui viennent vous voir. Je pense notamment à YouTube qui est un moteur de recherche. Un moteur de recherche, c'est basé sur quoi? C'est basé sur des problématiques. Quand vous allez sur YouTube et que vous tapez comment perdre du poids, vous avez un problème, vous cherchez une solution. Et donc l'avantage quand vous créez du contenu, notamment sur YouTube, c'est que vous allez en fait faire un travail de votre côté, le poser sur une place publique devant laquelle certaines personnes passent et cherchent la réponse à leurs problèmes. Et donc si vous arrivez grâce à votre contenu à résoudre cette problématique, vous inversez la tendance. C'est plus vous qui allez voir les gens pour leur dire « Hey, regarde comme mon produit est super ». C'est les gens qui vous découvrent déjà avec un contenu de qualité dans lequel vous apportez de la valeur et s'ils ont envie d'aller plus loin, ils vont plus loin. Donc moi j'ai toujours aimé la création de contenu pour ce côté-là. Pour le côté, je ne cherche pas de clients. Je fais un truc,
qui me plaît en plus de ça, j'ai de la chance, j'aime beaucoup faire des vidéos, donc je prends plaisir, et en plus de ça, ça me permet de trouver des clients, sans compter évidemment tous les avantages après de la croissance organique et toutes ces choses. Donc voilà comment j'ai trouvé mes premiers clients. Maintenant, est-ce que ça veut dire que parce que moi, Tony Neves, j'ai fait ça, vous devez tous faire ça? Évidemment non. Il y a une notion de personnalité à prendre en compte, il y a une notion d'individualité à prendre en compte. C'est pas parce que moi je crée du contenu et j'aime ça et que j'ai trouvé des clients comme ça qu'il faut le faire. Si vous démarrez et que vous vendez du coaching, par exemple de la prestation de service, la prospection peut être une bonne idée. Évidemment, la bonne prospection. Arrêtez d'envoyer des DM à tout le monde, là comme ça, non personnalisés, etc. Connectez vraiment avec les gens, intéressez-vous vraiment à ce qu'ils font, parce que ça va peut-être être plus adapté à votre business model, et surtout, moi j'ai quand même mis 8 mois avant de générer des revenus, peut-être que vous n'avez pas envie d'attendre 8 mois. Donc la prospection, ça a aussi une rapidité. Si vous prospectez bien, que vous trouvez les bonnes personnes et que vous avez un bon produit, une belle offre, vous pouvez facilement trouver des clients dès la fin de la semaine, littéralement, si tout le reste de votre marketing et de votre business est mis en place. Donc il y a cette notion de personnalité, d'individualité à comprendre, et c'est pour ça d'ailleurs que les stratégies universelles n'existent pas, c'est parce qu'il faut vraiment à chaque fois prendre en compte sa situation pour pouvoir mieux adapter le reste. Question suivante, si tu as un livre à recommander, de quel livre s'agirait-il? C'est un dilemme pour moi. Parce que j'ai lu beaucoup de bouquins, peut-être une centaine je pense, quelque chose comme ça, dans plein de thématiques, et il y a des pépites de livres incroyables, dans différentes thématiques et différents domaines. Donc si tu me demandais ça dans une thématique précise, par exemple le business, je te sortirais un certain livre, dans une autre thématique un autre livre. Maintenant, si on me demande dans la vie générale, je croise demain quelqu'un qui a envie de s'améliorer en tant que personne, si j'ai un livre à lui recommander, c'est le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est un titre extrêmement long, mais c'est, je pense, en fait, le fondement, l'un des fondamentaux en tout cas, des livres de développement personnel, des livres de productivité. C'est-à-dire que vous pouvez prendre plus ou moins n'importe quel livre de productivité, de relations, de développement personnel, et ça va dans un sens ou dans un autre remonter à l'un de ces 7 principes-là. Et en fait, quand vous lisez ce bouquin une première fois, vous trouvez des choses intéressantes. Faut laisser un petit peu passer de temps pour le lire une deuxième fois, puis une troisième fois, et là, il y a plein de choses qui s'éclaircissent, et c'est un bouquin que j'ai vraiment adoré et que je recommande, parce qu'en fait, il va vous permettre de ni plus ni moins, je pense, devenir une meilleure personne, avoir une meilleure vision du monde, et ça va vous aider dans toutes les thématiques. Ça va vous aider dans votre vie perso, dans votre vie pro, dans vos relations, dans plein de choses. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment the must. C'est le livre numéro 1 que je recommanderais. Je vais terminer avec une dernière question, parce que ça commence à être un peu long. Sur les formations en ligne, penses-tu que les formations en ligne e-learning seront toujours à la mode dans quelques années? En gros, est-ce que oui ou non, c'est la fin des formations? Il y a deux choses qui me font dire que c'est pas le cas. Enfin, deux choses qui sont plus ou moins les mêmes. La première, c'est les États-Unis. Pourquoi? Parce que, on le sait, en marketing en tout cas et dans beaucoup de domaines, les États-Unis sont précurseurs par rapport à la France, par rapport à beaucoup d'autres industries aussi. Voilà, si vous regardez le domaine de la formation, il est vraiment arrivé en France, il s'est réellement installé il y a 2-3 ans en arrière, allez, en 3-4 ans maximum. Aux États-Unis, ça existe depuis plus de 10 ans. Donc déjà, ça, premièrement, ça me fait dire qu'on a encore beaucoup d'années devant nous, parce qu'aux États-Unis, ça continue toujours. Le domaine de la formation en ligne, c'est vraiment en plein essor. Et le Covid, pour le coup, c'est vraiment la seule chose positive que ça nous a apporté, hein. C'est le côté un petit peu e-learning, c'est le côté remote, etc. On a vraiment aujourd'hui beaucoup plus ce phénomène-là dans notre société, que ce soit au niveau entrepreneurial ou au niveau des études ou même au niveau salarial. On a ce côté justement, on travaille à distance, etc. Le e-learning, c'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup plus répandu depuis 2 ans. Et la deuxième chose, c'est les statistiques, c'est les données. Même si les données, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut, je pense vraiment que le domaine, en fait, le domaine du e-learning, il y a des projections extrêmement intéressantes sur les prochaines années. Pourquoi? Parce que les gens ont envie d'apprendre, les gens ont envie de se former. On est dans un monde qui bouge, qui va de plus en plus vite, notamment d'un point de vue carrière et nouvelles technologies. Les gens changent de plus en plus d'emplois, de plus en plus rapidement. On a un monde qui évolue, et qui dit évolution dit adaptation, et pour s'adapter il nous faut des connaissances, et le e-learning c'est extrêmement intéressant pour ça. C'est assez donc très répandu, et je pense que un petit peu toutes ces choses mélangées font que les prochaines années vont être extrêmement intéressantes, en tout cas dans le domaine de la formation. C'est d'ailleurs pour ça que moi je vous recommande, si aujourd'hui vous avez la possibilité de vous mettre à créer des formations en ligne, de vivement le faire. Donc la vidéo arrive à la fin, je vous remercie évidemment de l'avoir regardé, de faire partie de cette belle communauté de 100 000 et plus maintenant personnes. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Tony. Ciao.